Fin juin 1926, au bord du lac Saint-Jean. Un cultivateur marche vers sa prairie, et sa prairie n'est plus là. À la place, de l'eau. Le lendemain, l'eau prend le champ d'avoine. Puis le chemin. Pas de pluie, pas de débâcle. Le lac monte tout seul, un pied à la fois. Personne ne l'a prévenu. Personne n'a rien signé. Et à des milles de là, quelqu'un sait exactement pourquoi. Des pâturages, des prairies, des champs ensemencés, des bois, étaient envahis par le flot destructeur, les rivières débordaient partout. La compagnie s'installait ainsi sans permission et sans avis sur des terres qu'elle n'avait pas acquises ni demandées. La compagnie. Quelle compagnie? Celle qui vient de finir, à la sortie du lac, la plus grande centrale électrique du monde. Le premier ministre du Québec lui-même le dira, mot pour mot, elle a agi, illégalement, sans droit, de la façon la plus illégale possible. Pourtant, personne ne rendra les terres. Personne ne sera puni. Pour comprendre, il faut reculer de 56 ans. À l'époque où ce n'était pas l'eau qui dévorait le pays. C'était le feu. Au chapitre 1er, 21 habitants de la Malbaie ont ouvert ce pays, un seul homme l'a ramassé. Voici la suite, comment les fils du pays ont repris le Saguenay à William Price. Comment ils ont bâti un royaume de papier, avec l'argent des autres. Et comment le bois est devenu papier, la rivière électricité, et le pays a changé de main une seconde fois. « 1852, Peter McLeod est mort, et tout ce qu'il a bâti appartient à William Price. À Chicoutimi, on travaille pour Price, on achète au magasin de Price, on habite sur des terrains que Price tolère. On ne voit même pas d'argent. La compagnie paie en coupons les pitons, les grimaces, une monnaie maison qui vaut ce que la compagnie décide. Un voyageur résume, les colons n'ont d'autre marché que les chantiers des messieurs Price. Les ouvriers étaient en général très pauvres, gagnant peu, 8 à 10 piastres par mois dans les chantiers en hiver, 50 cents par jour au moulin l'été, pour une journée de 12 heures. Ils étaient tous très mal logés. Mais l'empire pourrit par la racine. Dès 1860, David Edward Price l'avoue devant l'Assemblée, il reste assez de beau pain, espère-t-il, pour maintenir le marché durant encore 2 ans. Le 14 mars 1867, le vieux William meurt à Wolfesfield, son domaine de Syrie. Quand son fils William Evan meurt à son tour, en 1880, le pays fait une chose étrange, il se cotise. Souscription publique, comité de notables sur une idée de l'agent local des Price. Le 24 juin 1882, on dévoile au bord du Saguenay un obélisque de 50 pieds. Sur le marbre, le nom du fils. Et celui du père, le père du Saguenay. Un monument payé par les administrés sur un pays dont la richesse est déjà coupée. Et les premiers habitants, eux? En 1851, les montagnais du lac Saint-Jean signent un protêt, ces terres sont leur propriété, depuis un temps immémorial. La réponse arrive 5 ans plus tard, une réserve, à Pointe-Bleue, près de Roberval. Le pays jamais cédé ni acheté tient maintenant dans un carré de terre au bord du lac. Souvenez-vous de ce lac. Tout va finir là. Printemps 1870. Il fait chaud, trop tôt. Les semailles faites, partout autour du lac, les colons brûlent leurs abattis, comme chaque printemps. Le 18 mai, près de Saint-Félicien, un vent d'ouest se lève. À l'aube du 19, le feu n'appartient plus à personne. En moins d'une demi-heure, tout l'ouest du lac Saint-Jean est en flammes. 5 heures plus tard, le brasier est à la Grande Baille 100 milles plus loin. L'air est plein des cris, des lamentations des victimes et des mugissements des animaux qui périssent engloutis dans les flots brûlants. Seuls, les mères éperdues cherchent à percer la noire muraille de fumée pour courir après leurs enfants dont elles n'entendent plus les cris. On se cherche, on s'appelle, mais c'est en vain. Le bilan, 555 familles qui ont tout perdu. 7 morts.
un demi-million de piastres dont 28 000 billots de la compagnie Price. Et un mystère devenu légende, Chicoutimi, encerclé, est épargné. Les témoins jureront que le feu s'est arrêté là où M. Racine a passé, le curé, croix en tête, et à ses côtés, fait rarissime, un Price venu demander la protection du prêtre catholique. Saint-Jérôme renaît en un an. La forêt, non le pays à court de pain vient d'en brûler une partie. 25 ans plus tard, un voyageur décrira encore, par la fenêtre du train, les grands arbres morts, impassibles comme des rangées de squelettes. Le train? Oui, le pays s'est trouvé une porte de sortie. D'abord par l'eau. En 1874, une ligne régulière de vapeur relie enfin Québec à Chicoutimi. Pour la première fois, un cultivateur peut vendre son bœuf ailleurs qu'au magasin de la compagnie. En 1877, 2000 bœufs descendent le fjord. Le troc meurt, le vrai argent entre au pays. Avec les bateaux montent les touristes du phare Famed-Saguenay. Ensuite par le fer. Le chemin de fer du lac Saint-Jean, on en parle depuis 1854. Un député tranche, ouvrir des cantons aux colons, c'est une entreprise nationale. Le 10 décembre 1888, la locomotive entre à Roberval. Au bout du quai, un promoteur américain bâtit un hôtel de 300 chambres, à côté, une scierie qui n'appartient pas à Price. Pour la première fois en 50 ans, le monopole a de la concurrence. Et pendant que le pays s'ouvre, le vieux lion tombe. 1891, Price ferme ses chantiers du Bas-Saguenay. 1894, la famille tente de vendre Chicoutimi, personne n'en veut. 1899, banqueroute, réorganisation. La maison qui a possédé le Saguenay 60 ans est à genoux. Un pays neuf, des moyens d'en sortir, un maître affaibli. Il ne manque plus que 2 hommes assez jeunes pour croire que c'est le moment. Octobre 1892. Un commis de banque de 21 ans débarque à Chicoutimi pour diriger une succursale toute neuve. Il s'appelle Julien-Édouard Alfred Dubuc, il a failli refuser le poste, trop loin, trop petit. Il y rencontre le fils de la deuxième fortune de la place, Joseph-Dominique Gay, journaliste, fondateur du Progrès du Saguenay. Gay a un journal, une fortune, une idée fixe. Dès son premier numéro, en 1887, il l'écrit à ce pays possède des pouvoirs d'eau incomparables. 1895, Gay devient maire à 28 ans. En 6 mois, lui et ses amis fondent une compagnie d'électricité, arrachent au gouvernement les droits sur la rivière Chicoutimi, malgré l'opposition de la compagnie Price, et à la messe de minuit de Noël 1895, la cathédrale s'allume à l'électricité. Dans le pays des chandelles et des pitons, c'est un coup de théâtre. Et une déclaration de guerre. L'étape suivante, une usine. Gay écrit à Toronto, New York, Liverpool, tout le monde se désiste. Alors ils la bâtiront eux-mêmes. Le 26 novembre 1896, son journal l'annonce et se charge du baptême. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour notre ville. En décembre, la compagnie de pulpe de Chicoutimi est fondée dans les bureaux du journal. Capitale de départ, de l'épargne canadienne-française, pas une piastre d'ailleurs. Retenez ça. Le site, une île avec sa chute, acheté du gouvernement pour 20 piastres. Les terrains autour, achetés, par personne interposée, à un agent de Price. La légende veut que Gay ait prétexté vouloir y élever des lapins. Cette fois, c'est Price qui se fait avoir par un prête-nom. C'était se condamner à vivoter à tout jamais comme nous avions toujours vivoté dans le passé, sous l'œil paternel de messieurs Price, qui retiraient du Saguenay les millions, et ne nous laissaient que les pitons. Le 4 janvier 1898, le moulin Saint-Joseph démarre. 75 ouvriers. 5000 tonnes la première année, toutes vendues d'avance, en Angleterre. Dubuc lâche la banque et prend la direction. 2 ans plus tard, à l'Exposition universelle de Paris, la pâte de Chicoutimi remporte une médaille d'or.
Le message est passé. Les « porteurs de pitons » sont devenus industriels. Et là, tout accélère. 1903, un deuxième moulin, le plus grand moulin jamais construit en Amérique du Nord. 1910, premier fabricant de pâtes mécaniques au Canada. La production passe de 5 000 à près de 100 000 tonnes. Chicoutimi quadruple, 2200 habitants en 1891, 10 000 en 1925. L'Empire déborde de l'île. En 1909, Dubuque rachète une pulperie en faillite au pied d'une chute de 230 pieds, Val-Jalbert. Un village modèle 80 maisons, électricité, aqueduc, téléphone. Sur la BDA. Une usine de pâtes chimiques fait naître une ville entière, qu'on nomme Port Alfred, comme dans Julien-Édouard Alfred. En 1915, les financiers américains le placent à la tête d'un trust de près de 30 millions d'actifs. Les journaux ont son surnom, le roi de la pulpe. Qui est cet homme? Un catholique fervent, décoré par le pape, qui suspend toute production le dimanche. Un patron qui confie à son ami prêtre « Je ne travaille pas pour de l'argent ». Pour la presse, il prouve qu'un Canadien français peut battre les Anglais à la grande industrie. Mais ceux qui le connaissent notent sa méthode, il construit pour emprunter. Chaque moulin gage le suivant. Retenez ça aussi, dans ce royaume, la vraie question n'est jamais la pâte. C'est l'argent. Mais un royaume, ça se paie. Au pied des moulins, le quartier du bassin devient une ville dans la ville, 700 habitants en 1899, plus de 4030 ans plus tard. La compagnie vend aux ouvriers des maisons sans finition intérieure, retient une part du salaire pour bâtir l'église, installe la caisse populaire dans ses propres bureaux. De l'école au cimetière, tout passe par elle. Moi, je suis entré à la pulpe en 1918. Comme j'avais 13 ans et que j'étais gros et grand, on m'a mis sur les métiers. Des fois, il y avait des arrérages de quelques semaines. Mais je n'ai jamais perdu un sou à la pulperie. En 1907, une première, les ouvriers de la pulpe fondent, avec l'abbé Eugène Lapointe, le premier syndicat catholique et Dubuque est le premier patron du pays à le reconnaître. Belle histoire, pas toute l'histoire. Les salaires de Chicoutimi sont plus bas qu'ailleurs dans la province. Les paix accusent des semaines de retard, un « système », diront les historiens. En mai 1918, Lapointe écrit à Dubuque « Vos ouvriers ont l'impression fâcheuse d'être une faiblesse exploitée par une force. En nous, la marmite saute, grève sauvage, sans syndicat, sans caisse. Les grévistes coupent le courant de l'industrie est paralysé toute une journée. Règlement, plus 20% sous 3 piastres par jour, 15 au-dessus. Et la grève se termine sur un sermon. Vous vous mettez en grève, dit-il, sans vous assurer de support. La grève, qui vous dit qu'elle ne durera pas 8 jours, 1 mois, et vous n'avez aucun fonds de grève pour vous soutenir, avec une société pour appuyer vos revendications. Arrêtons le film au sommet. 31 décembre 1917, l'année la plus faste, 87 000 tonnes, un record. Ouvrez le bilan audité. Actif, 11 700 000 $. En caisse, 21 833 $. Un géant qui vit d'une semaine à l'autre. Fonds propres figés, 3 650 000 d'actions, pas une de plus de 1914 à 1917. Les actions privilégiées, celles des grands investisseurs? Jamais placées. Tout le reste, de la dette certaines années, les intérêts dépassent les profits. Et depuis 1915, le Trust de Boston détient 9 actions sur 10, les fondateurs sont minoritaires chez eux. Est-ce qu'ils dilapident? Non, de 1914 à 1917, pas un sou de dividende. Le vrai problème le précède, le bassin. L'épargne canadienne-française est trop étroite, le marché des capitaux fragmenté selon la langue. L'historien Ronald Rudin,
les entreprises canadiennes-françaises furent limitées non par un manque de sens des affaires, mais par leur difficulté à accéder à un marché de capitaux plus vaste. Regardez Price, dès 1912, la Banque de Montréal lui place 6 millions d'obligations, en 1920, son fonds social atteint 60 millions. Dubuc a bien atteint Londres, ses obligations de 1913 se paient à Montréal et à Londres mais par ses clients anglais, pas par les grands courtiers. Sa banque, c'est la Banque nationale, son bureau de Québec loge dans l'édifice même de la banque. Retenez cette adresse. De ce manque découle le grand péché stratégique, la compagnie ne fera jamais de papier. Pas par aveuglement, Dubuc veut le papier journal dès 1914, tout échoue. Une machine à papier coûte des millions qu'il n'a pas, et ses prêteurs sont ses clients, des marchands de pâte, qui réclament de la pâte. L'historien le dit crûment, Dubuc est prisonnier de ses bailleurs de fonds. Le premier s'appelle Becker, négociant de Londres, son principal débouché, fondateur de sa filiale de Port-Alfred. Fin 1917, le trust censé le mener au papier vend même sa seule papeterie, à Brooklyn, au New York Times. Le plus cruel? La demande était là, la compagnie l'écrit en 1915, dans son propre rapport annuel. Si votre compagnie était en position de les accepter, des contrats de 10 ans pourraient être conclus pour le double de sa production actuelle, à des prix avantageux. « 1920, la meilleure année de l'histoire, la tonne de pulpe se vend 68 piastres. Puis le monde se referme, la guerre est finie, la Scandinavie revient, toute l'industrie a trop construit. En 1932, la moitié des producteurs canadiens seront en faillite. Dubuc n'a pas été plus imprudent, seulement le seul sans banque derrière lui. 1922, la tonne vaut 29 piastres et 90. Et le calendrier s'acharne. Le 1er juillet 1922, échéance des toutes premières obligations. Le 8 juillet, le feu prend à Port-Alfred, 28 000 tonnes de pulpe brûlent. Réclamation, plus d'1 million. 32 assureurs contestent, l'affaire part en arbitrage. Pour tenir, la compagnie émet en 1922 près de 3 millions d'obligations, gagées sur tout ce qu'elle possède, garanties par son contrat de 10 ans avec Becker. Comptez les cordes, Becker et son débouché. Becker a fondé Port-Alfred. Becker garantit maintenant sa dette. 3 cordes, le même clou. Et qui souscrit la moitié de l'émission? Price Brothers. L'adversaire de toujours. 26 ans après l'île aux lapins, Price s'assoit au conseil d'administration de la compagnie née pour l'abattre. Les millions et les pitons, le vieux compte se rouvre. Le pouvoir glisse d'abord sans bruit. Le 1er mai 1923, 3 lignes dans la presse financière, AK. Kendall, chef mécanicien du Canadien Pacifique, devient gérant de la compagnie de pulpe et de ses filiales. La direction a changé de main un mois avant que Dubuc ne signe quoi que ce soit. En juin, il démissionne, raison de santé. Son propre journal, passé dans l'orbite de la compagnie, n'en souffle pas un mot. Fin 1923, Becker fait faillite à Londres. Le débouché, le partenaire, le garant, les 3 cordes cassent en même temps. 6 mars 1924. À Montréal, une requête de mise en faillite est présentée contre la compagnie de pulpe, c'est la version du Devoir. La presse, le lendemain, titre plutôt « Liquidation volontaire ». Faillite subie ou liquidation choisie? On ne tranchera pas. Un détail ne fait aucun doute. Parmi les liquidateurs nommés dès le premier jour, il y a D.B. Brody, de Price & Company. Le sénateur Beik aura beau démentir, aucune offre officielle, l'homme de Price est déjà dans la place. Au bout de la chaîne des reprises, les restes de l'Empire aboutiront chez Price et ses alliés. Les millions et les pitons, le compte est soldé, au profit du même nom qu'en 1852. Un historien le dira, il en est fini du beau rêve canadien-français. Pourquoi personne n'est venu? En 1900, Price Brothers avait frôlé la faillite, sa grande créancière, la Banque de Montréal, avait installé un homme au conseil et redressé la maison.
La banque de Dubuque, c'était la Banque nationale et celle qui l'a formée, qui a financé les premiers 50 000, celle dont l'édifice abritait son bureau. Pendant que la pulpe s'effondre, la Banque nationale s'effondre aussi, son capital englouti dans une usine de machines agricoles, à Montmagny. Elle est sauvée par une fusion, la Banque canadienne nationale, début 1924, adossée à 15 millions d'obligations votées par le gouvernement Taschereau. 2 mois avant le bilan de la compagnie de pulpe. Quand la Chicoutimi Pulp a coulé, le prêteur de dernier recours des Canadiens français n'existait plus. Il venait lui-même d'être secouru. 7 mois plus tard. Le 2 octobre 1924, Sir William Price, le troisième du nom, inspecte les dégâts des pluies dans son parc à bois de Kenogami. La falaise de sable cède. Le soir même, le soleil, Sir William Price et 2 autres compagnons ont été ensevelis sous un éboulis ce matin. On le retrouvera 8 jours plus tard, à Saint-Fulgence, 15 000 en aval. Lady Price le fera inhumer, le plus près possible du lieu de l'accident. Au chapitre 1er, un Price refusait de s'occuper du cercueil de MacLeod. Un demi-siècle plus tard, la terre du Saguenay referme le compte. En 18 mois, Dubuque tombé, Price enseveli, et Gay s'éteint l'année suivante. Pendant ce temps, sur la grande décharge, quelqu'un finit de couler du béton. Revenons 10 ans en arrière. 1912, James Buchanan Duke, le roi du tabac, visite le Saguenay. Dans les rapides de la grande décharge, il voit la plus grosse dynamo du continent. Il achète les droits de la rivière. Décembre 1922, tard un soir, Québec lui signe la pièce maîtresse le droit de hausser le lac Saint-Jean de 17 pieds et demi, avec une clause de prudence, attendre 2 ans après les travaux. Quand la concession est signée, le chantier est déjà commencé. Le chantier est un monstre, 2000 ouvriers, 12 turbines, la plus grande centrale électrique du monde à sa mise en marche. Puis tout s'emballe. Juillet 1925, Duke s'entend avec le géant américain de l'aluminium, l'Alcoa. 6 jours plus tard, Québec abroge la clause des 2 ans. Duke meurt en octobre. Et au printemps 1926, l'Alcoa rachète tout, la centrale, la rivière, le lac pour 37 millions. Il ne reste qu'à fermer les vannes. Le 24 juin 1926, les vannes se ferment. Voilà l'eau du début du film. Le lac monte 8 pieds au-dessus de son niveau d'été. 851 lots inondés, 400 propriétaires. À Saint-Méthode, les 2/3 de la paroisse. À la Pointe-Taillon, un troupeau parqué sur un îlot de boue. Pointe-Bleue aussi a les pieds dans l'eau. Aucun avis, aucune expropriation à la permission ne sera demandée qu'en août, dans la Gazette officielle, pour des barrages déjà construits. Et les journaux? Rien. Pas une manchette, ni à Chicoutimi ni à Québec. La seule, il maligne, du progrès, cet été-là, une réclame de ciment. L'eau monte en silence dans tous les sens du mot. Vous avez pris mon bien sans ma permission, vous le gardez malgré moi. Appuyé par tous ces faits, je proteste et je suis prêt à défendre ces avances contre n'importe qui. Qui va payer? 6 décembre 1926, Taschereau rentre d'Europe et tient, le même jour, les 2 langages à la fois. Version soleil, nous ne voulons pas qu'un seul des cultivateurs de cette province soit spolié. Version devoir, nos adversaires appellent cela la tragédie du lac Saint-Jean. C'est une tragédie pour eux, mais pas pour nous. Une compagnie qui dépense 100 millions, 15 000 piastres de salaire par jour, voilà sa réponse aux fermes noyées. Le 13 janvier 1927, en chambre, l'aveu du début du film mot pour mot, la compagnie a, illégalement, sans droit, de la façon la plus illégale possible, inondé leurs terrains avant de les avoir acquis. Et il ajoute, elle a eu tort, elle le sait. La réponse s'appelle le Bill 29, le « Bill Mercier » du nom du ministre des Terres et Forêts. Le 25 mars, l'opposition veut retrancher les 2 articles, insérés exclusivement dans l'intérêt de la compagnie. Rejeté, 14 contre 29. Parmi les 29, Émile Moreau,
le député du Lac-Saint-Jean, celui dont les lettres, lues en chambre 10 jours plus tôt, disaient « C'est un volcan qui a fait éruption ». Il vote avec le gouvernement. Le 1er avril, la loi est sanctionnée. Elle ne rend pas les terres, elle nomme une commission. Sentence, finale et sans appel. Les cultivateurs réclamaient 12 millions. Il s'en versera environ 110 000 le prix de la récolte perdue de 1926. La commission ne publiera jamais de rapport, on le cherche encore. Onésime Tremblay, le président du comité de défense, ira jusqu'au Conseil privé de Londres et finira ruiné, sa ferme vendue aux enchères. Aux élections de mai 1927, Taschereau rafle 75 sièges sur 85. La tragédie du Lac-Saint-Jean n'aura coûté le pouvoir à personne sauf à ceux qui ont perdu leurs terres. La suite tient en 3 années. 1927, l'usine Sainte-Marie et les moulins 2 et 4 de Chicoutimi ferment la première, 225 mises à pied. Puis Val-Jalbert annonce le 5 août, fermeture officielle le 13, le village modèle se vide. 1930, enfin. Le journal local l'annonce 2 semaines d'avance, en page 8, la Québec Pulp ferme son usine le 31 octobre. Un avis, pas une manchette. Le 31 octobre, les moulins s'arrêtent pour toujours, la machinerie partira au prix de la ferraille. 1935, dans la ville du roi de la Pulpe, 8172 personnes vivent des secours, la tuberculose règne dans le bassin. Thomas-Louis Tremblay, le gamin des métiers, dira en partant « Couper la souche, ça fait toujours mal ». Et pendant que Chicoutimi s'éteint, à 12 000 de là, une ville pousse en plein champ. 270 maisons en 135 jours. Elle porte le nom du président de l'Alcoa, AR6DA, Arthur Vining Davis. En 1900, les capitaux étrangers au Canada étaient britanniques à 85%. En 1930, ils ont sextuplé, et ils sont américains aux 2/3. En un chiffre, le pays change de main une seconde fois. Taschereau, lui, assume « J'aime mieux importer des dollars américains qu'exporter des Canadiens aux États-Unis ». Dubuc, lui, ne part pas député, puis maire de sa ville en pleine crise, il donne de l'ouvrage à qui il peut. Il meurt le 27 octobre 1947, à La Terrière, au portage des Roches au bord de la rivière où tout a commencé. Le rêve d'une grande industrie canadienne-française aura tenu 28 ans. Au prochain chapitre, la ville éclair des Américains, le métal qui va gagner une guerre mondiale et les hommes du Saguenay qui, dans les cuves d'Arvida, recommencent à zéro. Dans un pays qui, pour la 3e fois, ne leur appartient plus.